Vraiment, il y a quelque chose qui m'a vraiment bousculé. Je me suis demandé, mais attends, les produits, c'est-à-dire que à l'université, à San Diego, on était dans un coup et on dit il y a un requin qui a blessé une baleine. Et la baleine est rentrée en profondeur de l'eau. Et elle a mangé quelques plantes. Après, ça s'est cicatrisé. Moi, je demande, mais attends, il faut que vous nous montrez la plante là. La plante que baleine a mangée, et puis elle s'est cicatrisée là. Il faut que vous nous montrez ça. Donc, ils ont trouvé que je perturbais le coup avec mes questions et tout. Parce que on peut pas avoir des diplômes dans des choses, et puis pour finir, quand on est devant les gens, on nous demande vrai, c'est comme on connaît pas, mais on a quand même le diplôme de la chose. Donc, moi, l'esprit qui m'animait, c'était de comprendre ce qu'on m'enseigne. Est-ce que c'est en accord avec la réalité? Voilà. Comme aux États-Unis, vous faites 1 heure de cours, 2 heures de labo. J'ai découvert au laboratoire que les antibiotiques qu'on fait les exercices là-dessus, voilà, on peut les trouver aussi dans les plantes. Voilà, on peut les trouver dans les plantes. Et ma curiosité était scientifique. D'abord, aux États-Unis, les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils ont diabète. Oui. Et les jeunes filles ont des problèmes de chlamydia. Il y a trop de maladies. Un continent avec toute la technologie peut avoir autant de malades. Voilà. Donc, ça a poussé ma curiosité à travailler ma thèse sur les maladies virales qui animent la société américaine. Ah, j'ai découvert des choses il y a des maladies qui n'existent même pas en Afrique, qu'on n'a même pas, mais qui sont aux États-Unis. Mais les maladies là vont arriver ici parce que nous commençons à faire les mêmes comportements comme eux. Voilà. Moi, je suis né au village en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Et après le collège, je suis allé faire mes études secondaires aux États-Unis. Voilà. Donc, je suis aux États-Unis, ça fait 30 ans. Je maîtrise bien. Je connais le système. Voilà. Donc, c'est quelque chose de formidable. Ce qui m'intrigue, c'est que quand on était au village, quand tu te blesses, il y a des petites plantes qu'on met sur ta peau, et puis voilà, et puis il y a des petites maladies au village, on vous met les choses dans les narines et tout. Donc, j'avais déjà une notion que, bon, maintenant, je vois que il y a quelque chose qu'il faut faire. C'est que je vais aller chercher la plante que le requin a mangée là, pour l'analyser. Pourquoi le requin la baleine a été cicatrisée. J'ai trouvé que cette plante, on m'a dit, voilà, c'est une professeure qui m'a aidé. Je suis allé à Orlando, au jardin des musées publics. Après, on m'a dit d'aller à Miami. Mais pour finir, j'ai trouvé. Voilà. Et j'ai analysé. Et maintenant, il fallait comprendre comment une plante, parce que dans la médecine conventionnelle, ils n'enseignent pas les histoires des plantes là. Ceux-là, eux, non. On fait le cours académique, voilà, les produits chimiques, voilà, et on appelle ça le protocole. Voilà. Mais ma question, c'est qui a créé même le protocole là? Qui a créé le protocole? C'est vous qui tapez sur le truc? Voilà. Qui a créé le protocole de la médecine conventionnelle dans laquelle, parce que je peux pas être dans quelque chose que je vais avoir un doctorat et je ne comprends jamais même c'est dans quoi on est. Ça a commencé où? Alors on t'enseigne et puis après on dit tu es docteur. Mais si tes enfants même ou bien quelqu'un te demande que toi-même la médecine ça a commencé quand? C'est quitté où? Voilà comment vous soignez les gens. Pourquoi les gens meurent? Tu vas rien répondre. Et tu es toujours là, oh non, tu sais, prends ça comme ça. Non. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. On va mettre, vous allez comprendre où vous allez te situer. Voilà. On va se poser la première question. Il va vous aider à, voilà, les choses basiques. Voilà.
Vous allez mettre où est née la médecine. La médecine est née de manière structurée, d'après eux. Voilà, entre 5000 ans et 3000 ans avant Jésus. C'est-à-dire Jésus, quand on entrait et prier là, à la date de Jésus là, avant lui 5000 ans, la médecine était déjà née. Donc ça veut dire que dans les civilisations antiques, notamment en Mésopotamie, à Babylone, en Égypte et en Chine, où elle mêlait rituels, magiques et pharmacopée. C'est-à-dire la médecine là, sa base, il y avait les rituels, voilà ce qu'ils appellent magie, et puis, et pharmacopée. C'est-à-dire que les plantes, est-ce que vous voyez? Ok. Donc, la médecine occidentale, nationale détachée de la maladie, est apparue plus tard, au XVIe siècle, avant le grec antique, avec Hippocrate. Il faut descendre. Regardez Blanc. Ce que j'aime chez le Blanc, c'est que il est très intelligent. Il est très, très intelligent. C'est-à-dire, il prend ta chose, et puis il te fait... Il est en train de prendre quelque chose derrière toi, hein. Mais il te fait croire que ce qu'il est en train de prendre derrière toi, là. Toi, tu connais pas la valeur, tu n'es rien, mais lui, il va arranger ça pour toi et tout. Après, il peut, non, c'est pas toi qui as trouvé, c'est lui-même qui avait trouvé, puis il t'a montré, donc, quand tu dors. C'est-à-dire, il te met dans une histoire dans laquelle, pour finir ta propre chose, tu te retrouves comme si c'était pris pour toi et c'est lui qui t'a apporté. D'une manipulation extrême. Non, c'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Mésopotamie, berceau ancien, le code de 1700 mentionne déjà, voilà, il y a et des sanctions pour les médecins attestent d'une pratique encadrée. Égypte ancienne, le développement d'une pharmacopée très riche, consigne sur papyrus médicaux. Vous voyez, on vous a révélé quelque chose que vous n'allez pas comprendre, que vous lisez, vous êtes passé là-dessus. C'est-à-dire, en Mésopotamie, ici, ils n'ont pas parlé d'écriture. En Mésopotamie, c'était des dessins. Et les dessins, là, s'appelaient les pictogrammes. Les pictogrammes ne sont pas une écriture. L'écriture, la définition de l'écriture, c'est le son de la langue parlée sur un support. C'est-à-dire, nos ancêtres, les Noirs, dans l'Égypte antique, ont inventé jusqu'à l'écriture et des livres. Qu'on a eu ces livres-là, on appelait ça les papyrus. Vous voyez? C'est-à-dire que ils sont allés consigner, c'est-à-dire ils écrivaient tout ce qu'ils développaient de la médecine, de la pharmacopée, sont sur papyrus. Donc ça veut dire que les livres là, les livres de papyrus là, hein, eux ils ont ça. Tout ce qui concerne la médecine à soigner toutes les maladies virales depuis le temps ancien, eux ils ont pris les papyrus là et ça y est avec eux. Jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ils enlèvent dans les choses de nos ancêtres un peu, et puis ils nous vendent. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que nous envoyions dedans. Ouvrez, amenez les bouquins de papyrus, on a étudié, on voit si vous serez excellent que nous. Vous voyez? Et ce n'est jamais enseigné dans les universités. Tu es docteur, mais ils ne savent même pas fabriquer un antibiotique. Ils sont docteurs, mais quand on leur demande si une maladie même, pour bien expliquer là, parce que c'est pas lui qui fabrique le médicament, il suit un protocole, et puis il est orgueilleux pour rien, il ne veut pas qu'on lui pose. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Tu as la liberté de protester. Là, je voyais. Et c'est après ça, regardez. Entre celui qui était à 3000 ans, 5000 ans avant Jésus, il va venir Grèce antique, fondation rationnelle, Hippocrate, 9 vers 460. Quelqu'un qui a 5000 francs, c'est pas. Avec quelqu'un qui a 400 francs, là. Qui est riche? Donc toi, tu es né tout récemment, là. C'est-à-dire que, c'est toi, on va dire que, oh, toi, tu allais étudier chez lui, là. C'est-à-dire, lui, il existait même avant toi. C'est-à-dire que 5000, 4900 et quelques là-bas. Si on veut prendre leurs propres chiffres. Mais après, vous allez voir que leurs chiffres là encore, c'est même pas vrai. C'est-à-dire, c'est même encore bien avant. Ok. Et c'est là que les Arabes au Moyen-Âge, eux aussi, ils sont venus pour étudier avec nous. Donc, histoire de la médecine. Donc, il faut que vous compreniez que déjà, la médecine même est née chez les Noirs.
Et cette médecine, ce n'est pas parce que souvent on dit que non, les Noirs, c'est par bouche à oreille. C'est pas vrai. Les Noirs ont une écriture. Cette écriture, on appelle ça les hiéroglyphes. Ça a commencé par les hiéroglyphes. Voilà, ça c'était l'écriture sacrée. Les hiéroglyphes là, c'était les saintes écritures. Le Fils de Dieu qui est né 3 jours, ressuscité des morts et tout, c'est dans les papyrus, les hiéroglyphes. Donc vous allez comprendre là où la Bible est tirée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, vous allez voir, après ça, vous allez voir qu'on a créé le démotique égyptien. Ça dit que les mathématiques et tout, voilà, comme la médecine, la trigonométrie et tout ça. Maintenant, première chose, donc vous avez quand même une petite idée que nous les Noirs, on a quelque chose à dire dans la santé. Voilà. Parce que souvent, quand ils nous parlent, ils ne nous mettent pas dans un contentieux. On a l'impression que nous, là, on ne connaît rien, on ne vaut rien, on est sorti de... Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'ils nous font croire. Or, dans la réalité, on doit être dans le contentieux. Puisque c'est pour nous. Bon, venez à les livres, là. Et puis, voilà. On va voir la vérité. Donc, deuxième. Dans la pratique même, il y avait... C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est pratiqué? Quand on va aujourd'hui à l'hôpital, quel est le protocole? Soit on te donne les médicaments, ça va ça? Les médicaments, l'antibiotique, ou bien on t'opère. C'est pas les deux protocoles? C'est-à-dire la chirurgie et tout. Bon? Et la chirurgie, là, ça avait son nom. Chirurgie que vous voyez là. Aujourd'hui, on appelle ça la neurochirurgie, opérer les gens et tout, crâne, tout. Non. Ça, on appelait ça la trépanation. Faut mettez s'il vous plaît. La trépanation. La trépanation est une invention chirurgicale préhistorique et moderne consistant à percer un orifice dans la boîte crânienne pour atteindre le cerveau, souvent pour soulager une hypertension intracrânienne sans léser. Il y a les ménages, voilà, pratiqués dans le néolithique. C'est-à-dire vers 9000 ans à 4000 ans, c'est-à-dire avant 10 000 ans, le néolithique, c'est l'âge de la pierre polie. C'est-à-dire dans la fin de la préhistoire, déjà, elle visait probablement des motifs médicaux, des traumatismes, des rituels, avec des preuves de survie des patients. C'est-à-dire eux là, 10 000 ans avant là, quand eux ils faisaient leur neurochirurgie là, il n'y a pas quelqu'un qui meurt. Est-ce que vous comprenez? Quand les Africains, nos ancêtres, eux, ils opéraient les crânes des gens pour guérir la tension, l'hypertension. Il n'y a pas eux-mêmes dans leur propre bouche. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt. Les gens pouvaient vivre longtemps après les opérations. Donc, imaginez aujourd'hui quand on fait neurochirurgie, les opérations là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non? Ok. Vous montez. Définition et technique. Le terme dérivé du grec trépanon, désignant l'instrument de perçage, elle implique le grattage. Toi, tu n'as pas existé dans quelque chose, et puis toi, tu as son nom, menteur. Ou le découpage des circulaires de l'os crânien. Est-ce que vous voyez? Historique. Extrêmement répandue au néolithique. Elle était aussi pratiquée par les Égyptiens. Ça dit, ils sont très intelligents. Ils vont tout faire. En ce moment, vous là, vous n'existez pas encore. Vous ne connaissez même pas écriture, rien. Mais quand ils parlent de nous, ça dit, virgule, ils se mettent dedans. Ils sont à côté. Tout ça. On te dit que c'est pas toi seul. Nous aussi, nos parents étaient dedans. Oh, si on regarde dans les vérités, leurs parents n'avaient même pas d'écriture même. Ils partaient même pas à l'école, ils n'ont même pas d'université. Mais ils sont dedans. Ils sont quittés où pour être dedans? Puisque déjà on parle du néolithique. Vous voyez, on va à l'école, on nous abrutit. Tu es là, tu es assis, et on te fait copier un mensonge, et on te fait comprendre, te fait croire, et on dit c'est ça. Et tu grandis avec, et toi aussi tu es orgueilleux, tu as le carton à la main, tu te promènes que tu connais tout, mais on t'amène à renier toi-même ta propre identité. On dit que tu es bête, tes parents ne sont rien, tu n'as rien créé et tout. Moi, à l'université, ça a été un master, ça a été le premier combat. Donc moi, la maman de ma maman, le papa de ma maman, lui aussi, était un médecin, mais quelqu'un qui aimait protester. Donc, vous savez, je suis bêté. Et puis, ma maman encore est d'Alabama, une noire américaine, donc son papa, donc, le sang de protester, voilà. Et c'est ça. Parce que, mensonge comme ça, là, on peut pas accepter ça. Voilà. Donc, moderne. Évacuer une hématome, enlever une tumeur et diminuer la pression intracrânienne. Nos parents faisaient ça. Ok.
Survie préhistorique. Est-ce que quand ils faisaient ça, là, les gens mouraient ou ça réussissait? L'analyse des crânes montre que la cicatrisation osseuse était possible, indiquant que les individus survivaient après l'opération. Aujourd'hui, si je te prends, toi et moi, on va aller au sud de toutes les opérations qui se font sur les cancers et tout. Est-ce que les gens survivent là? Vous et moi, ils vont nous chasser. Parce qu'on finira par voir même que chaque heure, le cadavre passe. Les gens qui étaient bien portants avaient un peu de problèmes, qui rentrent à l'hôpital, ils sortent paralysés. Parce que ils n'ont même pas maîtrisé la trépanation. Ils ont tué nos ingénieurs, ils ont brûlé les universités et tout ça. Bon, pas de problème. On va arriver maintenant. Voilà. Est-ce que, autre type, il existait la trépanation de l'ongle pour libérer, voilà, l'hématome sous, voilà. Ok, maintenant, monsieur, vous allez mettre maintenant. On va parler de la pharmacopée. En 1200. Mais la pharmacopée en 1200 dans l'empire du Mali, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest ici. Cet empire arrivait jusqu'à ici. En 1200. C'est-à-dire, ils nous font, on nous retenir, Vasco de Gama, 1400 quelque chose. Vasco de Gama, entre les deux, 1492. Christophe Colomb découvre la même, mais ils vont jamais te montrer aussi, en 1200, où tes parents pratiquaient une, c'est-à-dire une médecine ultra supersonique. Vers 1200, lors de la formation de l'empire du Mali sur Soundiata Keïta, la pharmacopée était basée sur un savoir traditionnel. C'est-à-dire, dans l'Empire, tout le monde, c'est-à-dire que c'est comme si c'est héritage de famille. Tu vas au village, ta grand-mère, tout le monde connaît comment soigner les testicules qui s'enflent, les femmes qui ont cancer des seins, la prostate, cancer d'utérus. Chez nous, cancer n'était pas un secret. Donc, cancer ne pouvait pas tuer quelqu'un au village. Prostate ne pouvait pas tuer quelqu'un. Et puis d'ailleurs, les vieux là même, ils avaient 80 ans, ils pouvaient enceinter les petites filles de 20 ans. Donc, ça dit que leur bagara là était toujours en énergie. Donc, on n'avait pas de ce genre de problème. Voilà. C'est-à-dire oral et naturel. Elle utilisait principalement des plantes locales. C'est-à-dire des plantes, des écorces, des racines et de produits animaux transmis par des herboristes, traduits praticiens pour traiter les maladies. Aujourd'hui, les tradis praticiens, quand tu leur demandes, c'est ma maman qui m'a donné un rêve. Quand tu commandes quelque chose qui est pratique, toi, on peut te donner un rêve. Hein? Ça veut dire qu'il est perdu. Voilà. Source de connaissance, le savoir était transmis de bouche à oreille, tradition orale, et non par des écrits officiels comme en Europe et la même époque. Voilà un mensonge grossier introduit dans la vérité. Est-ce que vous voyez? Au Mali, où il y avait déjà les universités à Tombouctou, où les Arabes même venaient se faire former, c'est ça que vous, en ce moment, vous, et vous dites que c'était pas, mais vous voyez, et ça, on te fait avaler la pilule, et on te dit, écris ça. Tu n'écris pas, tu as moins 2, moins 5, tu ne passes pas en classe supérieure. Donc, tu passes en classe supérieure en insultant ta propre race. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Voilà. Pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest. Cette médecine utilisait des plantes médicinales africaines, souvent comme à toute la région sudano-sahélienne, qui représentent aujourd'hui valorisées pour leur efficacité. Ils parlent de votre efficacité, mais pourquoi ils ne mettent pas l'efficacité à votre disposition? Contexte historique, l'émergence de l'empire sous Soundiata Keïta entre 1200, c'est-à-dire que 1190 et 1255 a permis le brassage culturel enrichissant les savoirs médicaux à travers le commerce transaérien. Si vous n'êtes pas formé, les gens vont vous détourner, manipuler et vous allez mourir comme ça. La connaissance est très importante. Donc d'abord, je voulais vous dire que je ne suis pas là pour vous enseigner des choses fables. C'est d'abord de façon scientifique, il faut que vous compreniez que ce qui a existé était pour nous. Mais comment nous avons perdu tout ça? Aujourd'hui, il y a des thèses qui se développent à l'université et il n'y a même pas de thèse sur la pharmacopée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous partez voir un pharmacien, il vend des médicaments à la pharmacie,
Mais lui-même, il n'est même pas capable d'en créer un. Il ne connaît pas. Ok. On va voir. Mettez, qui a créé les premiers antibiotiques depuis le néolithique, avec tous les pratiques jusqu'au Mali. Regarde, le premier antibiotique que nos frères blancs vont inventer pour la première fois dans l'histoire du monde. C'est quand? Hein? 1928 là. Nous tous on est en 1900, non? On aimerait bien de rentrer en 2000. Il y a des gens qui sont nés en 1900. En 1928, le premier antibiotique moderne, la pénicilline, a été découvert par le biologiste britannique Alexander Fleming en 1927 et en 1920, à la fin de 1927. En 1928, lorsqu'il a observé qu'une moisissure pénicilline, c'est lui-même qui a donné le nom pénicilline, tuait des bactéries. Il a eu une boîte de pétri, moi je connais faire ça. Cependant, sa purification et sa production à grande échelle a été réalisée plus tard par Howard, cet escroc-là, et Ernest Chain dans les années 1940. Développé. En 1939-1941, les scientifiques Ernest Chain et Howard Florey à l'université d'Oxford réussissent à isoler et concerner la pénicilline. Première utilisation. Le tout premier patient a été traité à la pénicilline en février 1941. Bien que Fleming ait découvert l'antibiotique par accident. Vous voyez? C'est-à-dire que lui, il a découvert par accident le travail d'équipe avec Fleming, Florey et Chain. On a envoyé Florey et Chain dedans. Quelque chose qui n'était pas dedans a permis d'en faire un traitement médical qu'aujourd'hui, on est en train de vivre dedans. D'abord, c'est une insulte à l'histoire. De savoir que les livres sont là. Comme c'est vos parents qui sont allés tuer, ils ont pillé les livres. Ça y est, avec vous, vous lisez dedans. Et vous dites que c'est par accident que vous avez créé un antibiotique. Vous voyez? Par accident. C'est comme il peut dire c'est par révélation ou bien par rêve. Alors qu'à côté, tout est dit que non, ça est sur les livres. Et même en Afrique de l'Ouest ici, vous venez vous promener chez nous, vous prenez tout, vous analysez et vous partez dire que c'est par accident. Donc voici le mensonge grossier du siècle. Maintenant, par accident, comment il a fait? Donc, mais la méthode de fabrication de pénicilline. Vous allez voir comment ils fabriquent votre médicament. La chose, c'est que on va à l'école, et on nous apprend des choses, on ne se pose pas de questions, on apprend comme ça, on ne met pas en cause, et demain on dit tu es un médecin, on te met là, tu suis un protocole, en dehors de ça tu ne veux pas sortir du protocole parce que tu t'es jamais posé de questions. Tu as peur que si tu quittes là, on va pas te payer, on va te chasser du système et tout, mais quand même au moins tu aurais réussi quelque chose, quelqu'un aussi va te suivre, à partir de là, il y a quelque chose. La production de la pénicilline, regardez, repose sur la fermentation industrielle du champignon pénicilline dans les fermenteurs géants, utilisant la lactose et des nutriments. Est-ce que vous voyez? Ce processus en milieu liquide contrôlé par le pH, température, oxygène, permet aux champignons de sécréter l'antibiotique. La pénicilline est ensuite extraite, purifiée, puis formulée. C'est-à-dire que façon on fait pour là. C'est le processus qui est là. C'est-à-dire, les eucliotratra chez nous, les BT, les champignons qui poussent en brousse là-bas. Ils savent prendre ça, les nutriments, ils prennent les choses comme les pamplemousses et tout. Ils mettent ensemble, ça pourrit pendant 3 jours, ils chauffent, c'est le liquide de ça, il sait pas, c'est ça lui-même il a nommé, il met, voilà, pour voir les microbes qui vont venir à côté là. On peut même prendre les insectes. Est-ce que si ça touche, ça meurt? C'est ça qui est pénicilline. Donc maintenant, il a dit, Alexandre a dit, écoute, ça là, il y a danger dedans. Si tu prends trop, ça peut tuer le système immunitaire. Donc si c'est comme ça peut tuer quelques microbes, mais si on prend trop, ça va tuer les cellules du corps. Donc c'est entre 3 jours et 14 jours. Donc il faudrait qu'on enseigne aux gens que le corps là, ils peuvent eux-mêmes se soigner. Mais en se soignant, voilà comment ils vont faire. Donc nous, on prend 15% de leur santé
Il faut les aider et les 75, eux-mêmes, ils vont s'arranger. On va mettre ça dans les écoles. Ah, on va dire, mais attends, Alexandre, là, il est sorti d'où même? Non. Ils sont allés tuer Alexandre et ils ont dit que ils sont allés avec lui d'abord. Quand il a vu que ils ont dit à Alexandre, nous, on veut pas. On veut faire ça à grande échelle. Comme c'est la Deuxième Guerre mondiale, on va vendre au monde entier, on va gagner beaucoup d'argent. Alexandre, vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais ça va aussi tuer les gens. Mais tu as quel problème? C'est le business. Donc, c'est ça, ils ont pris pour faire aujourd'hui un protocole. Quand c'est la chimio, on prend la plus grande dose, on injecte. Quand c'est pourquoi on vous dit les antibiotiques, vous devez prendre ça entre 3 jours et 14 jours. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, pourquoi moi je m'en vais à l'école en tant que biochimiste, aller jusqu'à avoir un doctorat, et puis je ne sais pas comment on fait ça. Et tu me dis non, tu n'as pas besoin de connaître là-bas. Laisse, nous on fait, ce que toi tu dois connaître, c'est comment utiliser. Et tu me fais lire des livres chaque année, même chose là jusqu'à 10 ans. Et je sors de là-bas, il n'y a aucun biologiste en Côte d'Ivoire ici qui peut fabriquer un antibiotique. Tout vient d'ailleurs. Tous les médicaments que vous voyez viennent d'ailleurs. Alors qu'on a des professeurs en biochimie. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis non. Au moins, quelque chose qui rentre dans ma bouche, il faut quand même que je comprenne c'est quoi je prends. Ça a été l'objet de mes recherches à l'université de San Diego et même après mon doctorat. Donc, ils ont vu que j'étais trop pertinent à les aider. Donc, je travaille non seulement avec leur connerie, mais je me suis dit, mais attends, ça, c'est pas vrai. Et que comment nos parents arrivaient à vivre, vous, vos grandes-mères, quand il n'y avait pas encore les hôpitaux, comment eux, ils vivaient? Est-ce que vous voyez? Et les enfants, même au village, ne portaient pas de lunettes. Et les parents, comme je viens de dire tout à l'heure, ils ont 80 ans. Avec leur bangala, ils pouvaient enceinter les jeunes filles de 20 ans. Ils pouvaient vivre 120 ans. Les mamans même pouvaient accoucher à 55 ans. Mais pourquoi nous, Noirs, on n'étudie pas notre propre histoire, nos propres plantes, notre propre culture? Qui nous a attachés? Mais vous voyez comment c'est utopique. C'est-à-dire on étudie tout. Stop ce qui est pour nous-mêmes. Donc, je suis venu, je suis allé voir l'UFR. Oh non, ce que tu es en train de dire là, non, c'est pas dans notre protocole. Et tu as dit, mais je n'ai pas un problème. Le président Alassane a signé un décret sur la pharmacopée. C'est-à-dire, il y a le traduit praticien encore. Donc, je suis allé faire ma carte de traduit praticien. Je suis traduit praticien, il n'y a pas de problème. Mais oui, je suis traduit praticien, il n'y a pas de problème. Je suis allé prendre ma carte. Maintenant, quand je pose la question sur le traduit praticien, ils ont les petits feuilles avec eux. Je dis, mais attends, c'est pas comme ça se fait. Quand vous prenez une plante, les traduits praticiens doivent avoir une école. Quand vous prenez une plante, vous devez la préparer. Vous la faites bouillir et vous mettez dans un tube à excès. Vous devez savoir il y a combien d'antibiotiques dedans, il y a combien d'antioxydants dedans, il y a combien de diurétiques. Vous ne donnez pas plante là aux gens comme ça. On appelle ça le dosage. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut un dosage. Donc, moi, ma conception, la recherche m'a pris 9 ans, 8 mois. Et voilà ce qui va en découler. Maintenant, c'est-à-dire que, pourquoi les produits de nos ancêtres depuis l'Antiquité soignaient mieux que les produits d'aujourd'hui? Vous allez voir la différence. Il faut mettre, eux, ils utilisent, ce qu'ils utilisent là, leur protocole, on appelle ça l'immunothérapie. Notre protocole académique là, on appelle ça la chimiothérapie, c'est-à-dire le protocole chimiotique avec la radiothérapie, la chimiothérapie. Eux, pour eux là, on utilise ça, on appelle ça l'immunothérapie. Donc d'abord, vous allez mettre la différence entre la chimiothérapie et l'immunothérapie. Vous allez d'abord voir une différence. Vous allez voir, la chimiothérapie, on prend l'antibiotique, le processus. La chimiothérapie détruit directement les cellules cancéreuses à la prolifération rapide, mais affecte les cellules saines, comme Alexandre l'avait dit.
Vous voyez. Mais l'immunothérapie plus ciblée stimule le système immunitaire du patient pour qu'il reconnaisse et combatte le cancer. Vous voyez, deux protocoles. Elle offre souvent une meilleure tolérance à long terme et une mémoire immunitaire, tandis que la chimio agit plus rapidement. Tu mens. Vous voyez comment ils mettent les petits mensonges en bas? Quand ils finissent de dire la vérité, comme c'est pour eux maintenant chimio là. Donc il faut qu'ils parlent, c'est ça, ils vendent. Mais ils vous donnent. Non. C'est-à-dire que, vous voyez, mais c'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Vous voyez. C'est-à-dire que, mécanisme d'action, la chimiothérapie attaque directement les cellules tumorales. Mais l'immunothérapie réactive la défense naturelle de l'organisme contre la tumeur. La chimiothérapie est un système et affecte les cellules à division rapide, saines et cancéreuses. L'immunothérapie est plus sélective, ciblant spécifiquement la tumeur. Vous voyez ça? Durée efficace. L'effet de l'immunothérapie peut persister après l'arrêt du traitement grâce à la mémoire du système immunitaire, contrairement à la chimiothérapie qui agit à tant qu'elle est administrée. C'est-à-dire même l'immunothérapie là. Même quand tu finis de te traiter à l'immunothérapie, ça reste dans ton corps et ça peut rester dans ton corps pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans. Et c'est ça qui a fait que les Africains ont eu des... Donc quand le corona est venu là, c'est pas parce qu'on prie Mohamed et Jésus, c'est parce qu'on a notre DNA, dans notre DNA, on mange les plantes, on se purifie, donc déjà ça aide. Donc ça fait que ça a combattu certaines maladies. C'était pas à cause de la prière. Il faut que l'Africain comprenne que Dieu lui a tout donné. Quelque chose qu'on t'a donné encore, tu pries pour avoir. C'est à toi. Tu pries où encore pour avoir? Puis ça à toi. Vous voyez, non? C'est le mécanisme qui manque. Donc, quand j'étais à l'EMPT, on m'a pris pour cette année comme la personnalité et qui doit être un modèle pour les enfants de l'excellence. Je leur ai dit, il ne faut pas que vous soyez seulement dans l'enseignement classique. Il faudrait que vous sortiez de là aussi pour faire des recherches. Vous avez des cerveaux, vous devez confronter tout ce qu'on vous enseigne à la réalité et aux données scientifiques. C'est ce que j'ai fait aux États-Unis. Mon ami m'a dit, oh, quand il sort, tu vois, moi je travaille à CBS. Oui, je travaille à CBS 6 mois. Ah, il payait des belles voitures. Moi j'avais une chaussure là. Parce qu'il y a un peu d'argent que j'ai, il faudrait que je puisse aller payer les plantes pour aller au labo, il faut payer 4200. Donc, je n'ai pas l'argent suffisamment pour manger et puis pour m'habiller. Donc moi j'avais une voiture qui était en Sorento, une vieille Sorento, Sorento, Kia Sorento. Donc, ils avaient les Mercedes, ces trucs et tout. Et je voyais. Voilà, je leur ai dit, quand je vais finir mes découvertes, vous allez voir entre vous et moi. Voilà. Donc quand j'ai fini mes découvertes, aujourd'hui aux États-Unis, on vend par an près de 10 millions de dollars. Je voyais, oui. Donc, ça veut dire que tous mes amis là, je peux leur partager voiture 1 à 1. Mais oui. Vous voyez, il ne faudrait pas que les Africains aient peur. Ça veut dire que, comment on a la richesse, l'argent à côté de nous, et puis on se lève, on prie, Seigneur, rends-moi riche. Mais tu es déjà riche. Tout ce que tu as besoin, c'est la recherche. Dans tout. On est déjà riche. Regardez cette médecine. Vous-même, vous venez avec moi. Est-ce que c'est ma maman qui a écrit ça? C'est pas ma maman qui a écrit, c'est pas mon papa qui a écrit, c'est eux-mêmes qui ont écrit. À partir du moment que c'est écrit. Allons-y sur la base de l'écriture. Bon, moi, j'ai choisi l'immunothérapie. Maintenant, je vais aller à l'école de l'immunothérapie. Il n'y a pas de thèse à l'université de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on est des Africains, on est des Noirs, on a des forêts, on a les Amagna ici, on a les Kekeriba, on a toutes les choses. Mais on n'a pas de labo d'analyse de nos propres plantes pour savoir comment les utiliser. Vous voyez la frustration? Ah, mon ami, c'est trop frustrant. C'est trop frustrant. Et je viens, quand tu demandes à une fille, tu fais quoi? Business administration. Ton papa n'a pas d'entreprise. Et puis toi, tu étudies business administration.
Est-ce que vous voyez? On n'étudie pas les choses qui sont pratiques. C'est pourquoi vous êtes dans la politique. Actuellement, il y a des gens qui sont dans la salle, quand ils disent le nom d'Alassane, ils sont fâchés. Il y a des gens qui ont dit le nom de Gbagbo, ils sont fâchés. Parce qu'il faut suivre Alassane pour avoir un peu pour manger, ou bien il faut suivre Gbagbo pour avoir un peu pour manger. Mais pourquoi? Alors que vous avez un cerveau pour développer votre nature aux États-Unis, les gens ne savent même pas quand est-ce que le président est là, ou bien il s'enfuit. Tout le monde est en train de créer. Le cerveau travaille. Vous voyez? Le cerveau travaille. Vous comprenez? Ok, donc j'ai travaillé pour vous. Voilà. Et maintenant, pour mettre ça en évidence, aux États-Unis, pour ceux qui connaissent les États-Unis, il y a ce qu'on appelle santé publique. C'est-à-dire, tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un dans l'Amérique sans que ça ne passe maintenant. Les labos ont validé. Maintenant, on va passer ce qu'on appelle les juges scientifiques. C'est-à-dire, il y a aussi des professeurs de biochimie qui vont te contrarier que ce que tu as fait là, c'est pas bon pour la société. Autour des autres, ils prennent 2 personnes. À mon tour, ils ont pris 59. C'est-à-dire, tout le monde est réuni. Mes amis me disent, il faut prendre avocat. Mais il y a avocat dans l'affaire des sciences. Non, on va aller. Donc, il y a un juge scientifique. Voilà. Aux États-Unis, tu gagnes, on te laisse. Mais il faut prouver. OK? Donc, voilà ce que je vais leur démontrer. Là, où la médecine conventionnelle ne maîtrise pas bien. Je vais leur parler maintenant de... J'ai posé au juge, où est-ce qu'on fabrique le sang? Ou bien on vend, je vais aller payer. S'il y a une boutique où on fabrique le sang, nous, on peut payer. Mais s'il n'y en avait pas, je peux leur proposer où on en trouve. Vous allez mettre la moelle osseuse. C'est-à-dire le bon Dieu qu'on prie. Dieu est, c'est-à-dire quand vous étudiez la science, vous allez croire en Dieu. Quand vous étudiez la science, vrai, on n'a même pas besoin de vous parler de Dieu. Et puis Dieu dont il parle Jésus là, c'est notre ancêtre, hein. C'est nos ancêtres qui ont, c'est-à-dire qui ont mis leur livre, qui ont dit que eux, ils ont un Dieu qui est mort, qui est ressuscité 3 jours, voilà, qui est monté, sa maman s'appelle Aseta Maria, ils ont tout, bouh, en 2000, eux, ils disent non, c'était leur, eux aussi, c'est pour eux. Mais est-ce que même histoire peut se répéter même chose? La même affaire de Jésus, quand on va fouiller, c'est notre Dieu, c'est notre ancêtre, c'est notre papa. Là, je voyais. Mais ils ont fait de ça, en géopolitique maintenant. Ce qui dit, non, notre papa n'a pas donné seulement que la parole, il en a donné aussi la science. Donc quand je vois les chrétiens qui sont pauvres, qui ne travaillent pas, qui ne font pas les recherches, ça m'étonne. Comment vous avez un père riche et puis vous êtes pauvre? Mais parce que vous ne connaissez pas votre père. Il nous a pas donné seulement que l'écriture. Il nous a aussi donné la trigonométrie, la science, la trépanation, voilà, la pharmacopée. Et il nous a donné les mathématiques. Il y a les papyrus. Les livres sont là. Nos amis là ont volé les livres de nos ancêtres et ils prennent un peu pour nous vendre. On est dans l'ère du verseau. Beaucoup de personnes vont récupérer leurs choses. La moelle osseuse est un tissu mou et spongieux situé à l'intérieur des os, essentiel à la vie car il produit les cellules souches hématopoïétiques. Ça, c'est un mot que la science conventionnelle ne connaît pas. Et je vais vous expliquer. Il fabrique continuellement les 3 principaux types de cellules sanguines, globules rouges, globules blancs et plaquettes. Là, vous voyez. Donc, on monte un peu, mon frère. Donc, dans les os, là, voilà, dans les os, dans tous les os de l'être humain, c'est là-bas qu'est située l'usine de fabrication de votre sang, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. C'est dans vos os que c'est situé. Donc, ça se passe. Là-bas, il y a 3 catégories dans le sang qui se passent. Il y a ce qu'on appelle l'hématopoïèse, qui est l'hématopoïétique. L'ensemble, je vais vous expliquer pourquoi on dit l'hématopoïétique et pourquoi ils appellent l'hématopoïèse. La production de cellules sanguines dans la moelle rouge. La fabrication de globules blancs pour défendre. C'est-à-dire que quand vous allez maintenant aller faire un examen de sang quand vous êtes malade,
On vous fait un examen de ça, on appelle ça l'hématologie. L'hématologie, c'est pour voir comment votre sang circule, globules rouges, globules blancs et plaquettes. Pourquoi? Il faut qu'on sache que votre corps là, ça peut se défendre lui-même dans globules blancs. Globules rouges aussi la même chose. Donc, la moelle osseuse, la moelle épinière qui se trouve, je vois, regardez, ils sont confus. Quand ils parlent maintenant, mais moi je vais vous redresser. Maintenant, on sait ici que la moelle osseuse fabrique les cellules du corps. Maintenant, mais le rôle des globules blancs. Mais d'abord, rôle des globules blancs. Le rôle des globules blancs ou leucocytes, c'est le nom qui est gros. Quand vous voyez l'examen de ça. Donc vous allez voir que vous qui êtes ici là tout à l'heure, si je tire votre propre examen, je vous donne. Vous ne savez même pas lire votre propre examen. Quels sont ceux qui savent lire leur propre examen ici? Si vous main. Voilà. Vous êtes médecin? Ok. Mais vous savez? Ok. Vous avez interprété un examen. D'accord. Tout à l'heure, on va voir un exemple d'examen. Vous et moi, je vais vous envoyer, vous allez m'interpréter ça. Hein? Il y a un petit qui a dit, Doi Tala. Faut pas me mettre dans Doi, maman. Ok. Je comprends. Donc, qui agissent, c'est-à-dire que c'est le système de défense immunitaire, c'est ça qui est globule blanc, n'est-ce pas? Ok. Il circule dans le sang, dans les tissus lymphatiques, c'est-à-dire dans tout le sang où il y a les nerfs et tout. Voilà. Donc pourquoi vous allez voir, partout vous allez voir ce qu'on appelle neutrophile, lymphocyte, monocyte, hein, ésophage, c'est-à-dire qu'en français, vous lisez ça en français, c'est plus facile pour moi en anglais qu'en français. Donc vous voyez ça, non? Ok. Donc, ça c'est le globule blanc, le système de défense. Donc, il faut mettre... Mais les globules là, nos ancêtres ont compris quelque chose de magique. Ils ont vu que quand Dieu a créé l'être humain, c'est-à-dire son corps travaille et il se remplace. C'est-à-dire le sang de l'être humain se remplace après avoir travaillé. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut mettre... Combien de temps met les globules blancs pour se renouveler? Combien de temps mettent les globules blancs pour se renouveler? Donc, on va mettre les globules blancs. Combien de temps ils prennent pour se renouveler? Vous voyez comment c'est intéressant? Donc, si vous ne maîtrisez pas ça, vous êtes perdu. C'est-à-dire, je suis en train de vous enseigner une science de 9 ans, 8 mois. En quelques minutes. C'est une question. Ouais. C'est la boîte osseuse qui fabrique le globule blanc et le globule rouge. Oui, et les plaquettes. Oui. La moelle osseuse, c'est l'usine de la fabrication. C'est-à-dire tout le sang est fabriqué, tout le sang qui est dans notre corps provient de la moelle osseuse. Donc, c'est ça, dans le processus, je vais vous montrer. La nourriture qu'on envoie à la moelle osseuse là, c'est ça, elle utilise pour fabriquer notre sang. Donc, imagine, si tu lui envoies les hamburgers, oh, nous, nos parents, eux, ils mangeaient les plantes, eux, ils mangeaient les fruits sains. Donc, le sang qui était produit, c'était du sang pur. Maintenant, si tu envoies les produits chimiques, tu envoies Coca-Cola, tu envoies hamburger, tu envoies les produits chimiques, le sang qui va se produire, c'est quoi? Hein? Hein? C'est un sang souhait. Donc, là, je vais montrer au juge maintenant que tes enfants qui sont dans la mairie, qui ont 6 ans, là, c'est l'industrialisation qui a fait ça. Donc, je peux porter plainte contre vous d'avoir laissé, et il faut que les enfants sachent que vous êtes, oui, qui êtes garant de leur santé, que vous ne les avez pas protégés assez parce que vous ne connaissez rien. Donc, le renouvellement, le globule blanc, voilà, a une durée moyenne seulement de 6 à 8 heures en quelques jours dans le sang. Le type, normalement, voilà, le globule blanc, on monte un peu. Les globules blancs vont prendre 5 à 10 jours. Les globules blancs, ils atteignent leur taux, c'est-à-dire, eux, ils se remplacent, c'est-à-dire que chaque 24 heures, mais ils prennent 5 à 10 jours pour se remplacer après avoir travaillé. C'est-à-dire, comme eux, c'est le système de défense. Donc, quand toi, tu travailles, allez, on te remplace, on t'urine, on va aux toilettes et tout, c'est comme ça, le corps travaille, c'est un système. Ah, je voyais.
Maintenant, on passe au quoi? Globules quoi? Ok, les globules rouges. Il peut mettre le temps de remplacement des globules rouges. Combien de temps prend les globules rouges pour se renouveler? Donc, c'est ça. Les globules rouges ont une durée de combien? Hein? Ça fait combien de fois? 4 mois. Donc, c'est ça qu'on appelle, dans le langage scientifique, le remaniement de la moelle osseuse. C'est-à-dire le renouvellement de la moelle osseuse. Donc, on doit attendre tous les globules pour se renouveler. Et le dernier qui prend plus de temps, c'est les globules rouges. Donc, 4 mois. Donc, si tu veux soigner quelqu'un en 1 journée, 2 journées, 3 journées, pour une maladie aussi, qui a une maladie osseuse, c'est pas possible. Donc, la chimio qu'ils utilisent, ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? 120 jours. Est-ce que c'est ma maman qui a écrit? C'est pas mon papa qui a écrit. Est-ce que vous voyez? Mais donc, ça fait un peu, voilà. Donc, environ 200 milliards par jour. 200 milliards, c'est-à-dire notre sang. Maintenant, on va voir les plaquettes. Mon frère, pour les plaquettes. Maintenant, même avant les globules rouges et les plaquettes, on va voir le rôle des globules rouges. Ça fait quoi? Le rôle des globules rouges. Les globules rouges, appelés érythrocytes, sont des cellules sanguines anucléées contenant de l'hémoglobine. Je vais vous expliquer c'est quoi l'hémoglobine. Dont le rôle est de transporter l'oxygène des poumons vers tous les tissus de l'organisme et ramener le dioxyde de carbone vers les poumons pour son élimination. Ils sont essentiels dans la respiration cellulaire et à l'hémostase. Transport d'oxygène. Grâce à l'hémoglobine, une protéine riche en fer, les globules rouges captent l'oxygène dans les poumons et le distribuent aux organes et tissus. Élimination de dioxyde. Ils récupèrent l'oxygène, les déchets, le métabolisme, voilà, du corps, voilà, pour l'acheminer vers les poumons pour qu'ils soient expirés. Le rôle de la coagulation. Des études récentes montrent que les globules rouges participent activement à la formation des caillots sanguins et précieux. C'est maintenant où vous avez vu ça. Maintien de la rétrologie sanguine par leur forme de disques micromères, voilà, la régulation du pH. Produits dans la moelle osseuse, les globules rouges ont une durée de vie d'environ 120 jours avant d'être éliminés par la rate et le foie. Je vais vous donner encore beaucoup plus. Les globules rouges dans le corps là. C'est-à-dire la moelle osseuse crée les globules rouges. C'est les globules rouges, après le bon Dieu qui est au ciel, les globules rouges sont le Dieu de l'être humain. C'est pourquoi quand il y a un accident, on vous met du sang là. C'est pour ne pas que vous manquez d'oxygène. Les globules rouges, c'est-à-dire qu'il y a un autre élément qu'on appelle l'hémoglobine au sein des globules rouges. Cette hémoglobine-là, c'est elle qui assure la couleur du sang. Parce que la couleur du sang, le sang ne peut pas être lu. Parce que d'autres se demandent pourquoi mon sang n'est pas vert quand on était petit. Pourquoi mon sang n'est pas bleu. Si ton sang est bleu, le cerveau, les organes ne peuvent pas travailler avec ça parce que eux, ils travaillent avec la couleur rouge. Il faut que le sang soit celui qui assure cette couleur, on appelle ça l'hémoglobine. Donc, le globule rouge fabrique de l'oxygène dans le corps, tous les organes. Donc, c'est ça qu'on appelle, ce côté qu'on appelle la moelle osseuse. Donc, dans le système immunitaire, il y a le premier sous-système qui est la moelle osseuse. Donc, le rôle des globules rouges, c'est de fabriquer l'oxygène. Donc, quand quelqu'un a un problème de globules rouges, déjà, il a un déficit. Mais, quelles sont les maladies du déficit des globules rouges? Déjà, hein? Drépano, voilà. Drépano. Vas-y, tu as tapé d'abord. Allez-y encore.
Hein, drépano, et puis quoi? Bon, donner maladie du sang. Anémie. Hein? Et puis quoi? La thalassémie, ça qui est drépano. C'est un gros français que vous parlez. Vous voyez comment vous parlez le gros français que vous ne connaissez même pas le sens? Thalassémie. Vous voyez comment c'est gros le nom? Oh, c'est ça qui est drépano là. Vous voyez? On vous met dans des langages gros, il parle même, mais il ne sait même pas ce que lui-même il dit. Parce qu'on lui a dit, ça va thalassémie. Donc, il faut laisser. Pas le globule rouge et drépano. Vous voyez, non? Donc, les maladies liées au déficit de globule, on va trouver anémie. Résulte d'une production insuffisante de diffusion excessive. Donc, voilà. Il y a aussi, comme elle vient de dire, quoi? La thalassémie. Ça dit que la drépanocytose. On ne peut pas dire thalassémie et drépanocytose, puisque la thalassémie, c'est toute la forme de drépano. Ok. Maintenant, où les chroniques et les inflammations. Vous voyez ça? D'accord. Maintenant, c'est pour ça que quand on vous fait un examen là, il y a un mot qui va sortir par défaut. On dit vous avez une anémie quoi? Macrocytaire. Ou bien une anémie microcytaire. Quand vous voyez votre examen déjà, puis on dit anémie microcytaire ou macrocytaire, c'est-à-dire que vous avez déjà une quoi? Mais la drépanocytose. Vous voyez? La drépanocytose. Ou anémie falciforme est une maladie génétique héréditaire grave du sang. Mais nous, nos parents, on n'avait pas avant la drépanocytose, puisque c'est une maladie qui se transmet par le sang. On vient. Maintenant, on va régner de l'autre côté, on revient. Vous allez mettre maintenant, voilà, en anglais, sickle cell anemia. Les anglophones, eux, ils rendent la vie facile. Les francophones, comme ils aiment détourner les gens. C'est quand ils expliquaient pour eux, ils ont mis image. Parce que il faut que je t'embobine. Quand tu connais rien, là, je peux manger sur toi. La forme du sang réel, voilà sa forme. Sa forme est circulaire. Mais quand elle est déformée, la drépano, voilà la forme du sang que drépano donne. C'est pourquoi c'est douloureux. C'est-à-dire, c'est comme des crochets. Ça fait mal. Et cette déformation a eu lieu à cause de quoi? À cause d'une incubation. Maintenant, voilà les problèmes. Donc, l'oxygène qui est fabriqué dans les globules rouges, c'est ce qui récupère maintenant la moelle épinière. Mais la moelle épinière est son chef d'orchestre. C'est-à-dire la moelle osseuse, c'est la fabrication du sang. Et c'est ce sang-là maintenant que le chef d'orchestre des organes. Les organes, eux aussi, ils ont leur patron. De toute façon, le sang a son patron là. Les organes ont leur patron. Et leur patron, voilà comment lui travaille. Lui, il va venir négocier chez le patron du sang. Il va prendre dans le globule rouge là, il va prendre oxygène, 100%. Et lui-même, il va consommer 20% pour lui-même, pour qu'il soit en forme, et il va donner 80% aux organes. Donc, quand lui ne reçoit pas cet oxygène, il y a déjà problème. La personne va faire la dépression, la personne va avoir les problèmes. Même tu es là, il y a des gens qui sont là, ils tremblent. C'est pour ça que vous voyez, quand les gens sont vieux, ils tremblent à cause de quoi? Parce qu'ils n'ont plus une bonne circulation sanguine. Là, je voyais. La moelle épinière, véritable autoroute de l'information nerveuse. Et sous la direction de qui? Du cerveau. Donc le cerveau est le patron qui agit comme le chef d'orchestre du système nerveux central. C'est pourquoi les gens dans les films, quand quelqu'un meurt, c'est où on montre? Pour montrer que quelqu'un est mort, c'est où on touche? Son cœur, non? Ok. Alors que réellement, c'est le cerveau qui meurt. Tant que le cerveau en vie, même si son cœur s'arrête, on peut le réanimer. Voilà. Donc, c'est le cerveau qui est le patron. Or, le cerveau lui-même met les quatre côtés du cerveau. C'est-à-dire, le cerveau, pour qu'il fonctionne, lui-même, il a d'abord déjà les quatre côtés. Les quatre parties du cerveau. Vous voyez. Donc, le cerveau, là, lui aussi, il est divisé en des côtés.
Le cerveau humain est divisé en 2 hémisphères. Chacun compose 4 lobes. C'est-à-dire le cerveau là. Quand il ne reçoit pas assez d'oxygène, c'est fini. La personne peut dérégler. Il commence à dire des choses qu'il ne sait même pas. La sensation, l'espace. Il y a des gens qui disent, il y a des femmes qui disent, moi-même je ne sens plus mon mari et tout. Quand il me touche, même ça me dit rien et tout. Tu es malade. Tu as un problème au niveau de ton lobe, quoi? Lobe quoi? Pariétal. Le lobe temporal, ça dit la mémoire. Les gens qui oublient là, comme Alzheimer, tu t'entres dans la chambre, voilà, tu sais même pas, tu partais chercher quelque chose, après tu tournes 4 fois, tu sais même plus, tu commences à avoir un problème dans ton lobe temporal. Le lobe occipital, la vision, pour voir, voilà, il faut de l'oxygène pour voir et tout. Donc, ces zones travaillent en synergie, ensemble pour traiter les informations. Donc, le lobe frontal, il est en avant, responsable de contrôle moteur, de la planification, de la prise de décision. Donc, un homme doit réfléchir. Parce que Dieu lui a donné un lobe frontal qui lui permet de planifier, de réfléchir, de raisonner. Donc, le raisonnement, c'est Dieu qui a mis dans nous. Le lobe pariétal, il traite les informations sensorielles, le toucher, la température, les douleurs et tout ça. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui ressent ça. Le lobe temporal côté, gérer l'audition, la mémoire, les émotions et tout. Donc, il y a nos parents enfants, il y a des nourritures qui ne donnent pas aux enfants, sinon il y a des nourritures qui rendent bêtes les enfants. Est-ce que vous voyez? Il y a des nourritures que les enfants doivent manger pour être intelligents, pour nourrir leur lobe. Le lobe occipital, l'arrière, dédié au traitement des informations visuelles. C'est pourquoi, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le cerveau est également protégé par le crâne. Voilà, l'autre, on appelle ça le cervelet, le 5e. Donc, vous voyez, le bon Dieu est trop fort. Tout donc le cerveau a ça. Donc, si le cerveau a un problème avec lui-même déjà, toi-même tu as un problème. Mais il tisse, lui aussi, il prend combien? Donc, combien de pourcentage d'oxygène se nourrit le cerveau? Donc le cerveau se nourrit lui-même déjà de 20%. Et puis il donne, voilà. Donc, les gens ne comprennent pas ça. Donc, pour que tu puisses soigner quelqu'un, il faut d'abord, la première des choses, comprendre le corps, son fonctionnement, depuis la moelle osseuse jusqu'à la moelle épinière. Les détails, comment le sang se renouvelle, les globules rouges se renouvellent, les plaquettes se renouvellent et tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, le cerveau, il prend 20%. Donc, le cerveau, environ, lui prend 20 à 21% de l'énergie totale, c'est-à-dire que de l'oxygène qui est dans le corps. Pour lui-même se nourrir. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous allez voir quelqu'un qui a souvent les vertiges, il a un problème de genre d'oxygène. Et ça veut dire que sa moelle osseuse déjà a un problème. Donc, chers amis, voilà, maintenant tu mets les plaquettes. Voilà la base de l'être humain. Les plaquettes sanguines ou le thrombocyte sont des éléments essentiels du sang produits par la moelle osseuse, jouant un rôle dans la coagulation. C'est entre 150 et... C'est-à-dire que ça, c'est ce qui gère la circulation du sang. La coagulation, le sang ne circule pas comme l'eau dans le corps, n'est-ce pas? Ça circule en molécules. C'est pourquoi quand on vous met le sérum, on vous met à la vitesse du sang. Donc, voilà la base du corps de l'être humain. Et ça, on appelle ça le remaniement de la moelle osseuse. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez utiliser l'immunothérapie, c'est-à-dire que pour utiliser l'immunothérapie, il faut que ça soit ensemble. Ça, c'est notre entreprise. Zézépagnon fait partie de notre entreprise. Le zézépagnon, vous allez voir, est une tisane composée de 10 herbes entièrement naturelles qui favorisent votre santé, en aidant à combattre le cancer, la prostate, le diabète, ainsi qu'à améliorer les dépenses, ici chez les femmes et chez les hommes. On y va. Voilà, toutes les maladies sont causées par ce que nous mangeons. Plus précisément, le cancer de la prostate, l'insuffisance rénale, le diabète et les infections,
des voies urinaires sont causées par 3 choses. Les aliments malsains, la gourmandise excessive en alcool, en sucre, et les infections. Une fois votre système sanguin pollué par ces substances nocives, il commencera à transporter des microbes qui empoisonnent le corps, voilà, et affaibliront les organes tels que le pancréas. Pour nettoyer votre corps de ces toxines, il est nécessaire de pratiquer de saines habitudes alimentaires, de changer globalement votre comportement, mais il est également nécessaire d'aider la capacité de votre système à se purifier. Aujourd'hui, le diabète, le cancer et la prostate et l'insuffisance rénale tuent des gens à un nombre alarmant. Et tisane Herbal Tea, également connu sous le nom de Zézépagnon Miracle, est un supplément entièrement naturel qui aide à améliorer votre santé. Voilà. Le Zézépagnon est une tisane fabriquée aux États-Unis, fabriquée et distribuée aux États-Unis comme un complément nutritionnel au pouvoir immunostimulant. Il s'agit d'un résumé d'une dizaine de plantes médicinales, c'est 32 plantes qui sont dedans. Voilà, une dizaine de plantes médicinales et nutritionnelles d'Afrique, c'est-à-dire les plantes de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, les plantes de l'Afrique, du Mexique et du Brésil. On a sauté aussi 2 autres pays pour ne pas que les gens puissent vous suivre. On a trop de concurrents. La multiplicité et la diversité des plantes qui composent Zézépagnon est à l'origine d'une synergie d'action de plusieurs molécules naturelles induisant les effets biologiques suivants. C'est-à-dire que si vous voulez connaître mieux, vous partez dans MAPA et Zézépagnon International. Vous partez sur YouTube. MAPA et Zézépagnon International, vous allez voir beaucoup de nos vidéos, on explique beaucoup de choses. J'ai pris aussi des professeurs à l'université, un de leurs patrons, plus 2 Américains, un Africain, 2 Sud-Américains, pour qu'on travaille sur le Zézépagnon. Et stimuler le système immunitaire permettant au corps de se défendre contre les infections et les cancers. C'est ce que Zézépagnon fait. Guérir les plaies internes et externes pour soigner les plaies externes, les hémorragies et ulcères, anti-infectieux, contre toutes les formes d'infection et de germes résistants aux antibiotiques. C'est-à-dire, il y a certains antibiotiques qu'on vous donne, le Zézépagnon là. Lui, les antibiotiques dont les microbes ne font rien, mais avec le Zézépagnon, puisque lui, il va les chercher et les décapiter. Antiviral, mais les produits comme les produits antiviraux, ceux qui ont les problèmes. Donc vous voyez, nos parents, avant, ils soignaient même le sida, nos parents. Ça fait que, comme il faut un taux pour contaminer, est-ce que vous voyez? Donc, quand le taux n'est pas atteint, tu peux sortir avec la femme, les enfants n'ont rien, la femme n'a rien. Pourquoi? Parce que eux, ils utilisaient les immunostimulants. Comme les Zézépagnon, comme ça. Voilà, antiviral, anti-inflammatoire pour soigner toutes sortes d'inflammations. Il ne laissait pas le cancer grandir dans le corps, puisqu'il aidait la moelle osseuse à se remanier. J'ai vu beaucoup d'examens en Côte d'Ivoire, beaucoup de patients que je reçois. Voilà, aujourd'hui, normalement, on ne devait pas travailler, parce que hier, on a fini à minuit, de 8h à minuit, en recevant les gens. Donc, c'est grâce au pasteur que nous sommes là pour les soutenir. Donc, voilà. Les inflammations, nous, on ne laissait pas le cancer grandir dans le corps. Nous, on détruit la base. Voilà. Parce que nous avons des immunostimulants aphrodisiaques pour corriger aussi le dysfonctionnement érectile. C'est-à-dire, chez les Africains, là, le Bangala est tellement utile chez les Africains que lorsque un homme perd son Bangala, c'est comme s'il est en deuil. Est-ce que vous voyez? Les Africains, un Africain, on ne met pas son Bangala dans la bouche. Donc une femme se déshabille net, il vient avec son Bangala dans la main. C'est pas comme ça se passe? Les Africains, leur Bangala est toujours oxygéné. Et je l'ai enseigné à l'université. Si vous voulez, allez-y faire les enquêtes en Afrique. En Afrique. C'est-à-dire que faites les enquêtes entre vous-même. C'est-à-dire qu'après des Bangala, c'est pourquoi les Africains, quand ils marient 3 à 4 femmes, là, c'est pas pour les satisfaire leur Bangala. Donc les Africains, eux, leur manière de manger, leurs plantes et tout, oxygénaient leur corps. Or, aux États-Unis là-bas, déjà les jeunes de 29 ans, 40 ans, leur Bangala est mort. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a un proverbe qui dit là-bas que une femme blanche avec de l'argent, avec ton crédit score,
Et un homme noir conserve son bangala. C'est-à-dire, on fait échange. Tu me donnes ton argent et tu te donnes mon bangala. Ok, donc, on y va. Donc, l'indication du thé. Le zézépagnon est indiqué pour la prévention ou la prise en charge de plusieurs pathologies telles que le cancer de gorge. Nous, on est dans le cancer de gorge, le cancer d'utérus, le foie, le cancer de foie, le cancer de prostate, le cancer des seins, le cancer de sang, qui est la leucémie, le cancer du cerveau, l'estomac, muscles, os, vessie, reins, testicules. Vous voyez ça? C'est très... Mais ça, c'est ce que nos parents faisaient. Et moi, je suis embêté. Donc, moi, je n'ai pas vu plante là dans le rêve. Mes parents ne font pas ça. Moi, c'est à l'école, je suis parti. J'ai étudié les plantes là. Je les analysais au labo. C'est sur ces résultats que je donne. Sur moi, c'est pas un rêve. Pour moi, c'est l'école et on appelle ça l'immunothérapie. Il ne faudrait pas qu'ils vous blaguent. Je vous ai montré le début. Ils prennent vos choses et puis ils vous font un rêve debout. Maladie virale, sida, hépatite. Et normalement, le sida, c'est pas notre problème. Est-ce que vous savez que quand nous étions petits, on avait notre tante qu'on appelait notre grand-mère, une des petites sœurs de notre grand-mère qu'on appelait Dapia, quand on vient au village. Et quand chez le bétail, avant, c'est-à-dire que dans les années 95, 92, tout le monde va au village vers les janvier là, en vacances et vers il faut les compétitions. Donc, il y a un de notre cousin, il est quitté aussi en France, il est venu, il s'appelle Mitterrand, il était trop joli. Donc, les jeunes du village ont menti, comme les filles là, quand les gens viennent, ces filles là, ça, voilà, et ils ont menti qu'il a sida. Donc, ça a pris le village que Mitterrand, oh, nous on avait 7 ans, nous on avait 7 ans, 6 ans, donc c'est nous on envoyait pour aller chercher les filles là, pour eux. Donc, ils nous donnaient les pièces blanches, nous, on partait appeler les filles là pour eux. Donc nous on connaissait, donc, bon, on est là, Mitterrand là, c'est quelqu'un, bon, lui il est gentil, il a les billets là, on sait pas, les billets clairs, dans sa main, il nous donne, bon. Maintenant on dit là, ma grand-mère qui n'a jamais allé à l'école, du côté de mon papa, au village, ça soit dit, leur sida là, c'est plein de ventre, on appelle sida. Vous voyez? Vous voyez la dimension? C'est-à-dire, ça paraît amusant. Donc moi, je voulais voir vraiment et je trouvais qu'elle n'a pas tort. Puisque ce sont les inflammations que les virus créent dans le corps qui se transforment en plaies. Donc en soignant les plaies, ça veut dire que on guérit et on baisse la charge virale. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire que eux là, c'est pas trop de discours. Bois, c'est fini. Eux, ils connaissent. Mais ça m'a émerveillé quand j'ai grandi. Pareil, j'étais petit, comme l'histoire. Et tout, waouh! Donc, à l'université, après, quand je suis parti au village, je suis allé sur sa tombe, il dit, grand-mère, à l'université, là, son truc que tu avais dit quand j'avais 7 ans, là, ah, c'est vrai. Je l'ai découvert à l'université. Voilà. Et tu vois, quand je dis, quand on dit chrétien, allez sur le cimetière, mais si vous, on vous prend tout à l'heure pour aller à Jérusalem, vous allez vous promener sur les juifs des blancs là, vous n'avez pas peur. Mais pour vos parents, déjà, c'est sorti de nuit. Ok. Donc, maladie infectieuse, le palu, nos parents soignaient le palu. Le palu là, c'est petit dans leurs mains comme ça, nos parents. Ou bien pas. Nos parents, le palu, les maladies héréditaires, la tuberculose, le zézépagnon soigne la tuberculose en 7 jours. Si vous avez quelqu'un qui a tuberculose, donnez-lui le zézépagnon. Quelqu'un qui tousse, donnez-lui le zézépagnon. En bon de 2 semaines, 1 mois, c'est fini. Ok, les maladies cutanées, la peau, les gales, les trucs et tout, donnez-lui le zézépagnon. Tout ça, vous allez voir. C'est bon, hein? Ça cicatrise, les herpès, les eczéma, les porasites. Vous savez, oh, il y a une dame qui est venue hier. Oh, non, la dame là, vraiment. Mais, je vais prendre ses photos et tout. On va la mettre. Elle sera parmi ceux aussi qui vont témoigner. Parce que nous, sa peau quitte comme le serpent. Et tout ça, ça laisse des plaies. Ses lèvres sont devenues rouges. Il lui a dit, en 1 mois, 2 mois, boire des épagnons, ça va non seulement stimuler le système immunitaire, ça va aller détruire les plaies intérieures et extérieures. Je lui ai donné une pommade, c'est fini. Vous voyez comment c'est merveilleux? Ok. Donc, maladie neurologique, les nerfs, Parkinson, tout ça, les épagnons, épilepsie. Vous savez ce qui crée l'épilepsie? C'est le déficit du sang et le déficit de l'oxygène. Donc, le cerveau, c'est comme
c'est comme l'AVC, le stroke. Il commence à trembler parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Mais quelqu'un que, voilà, si vous avez quelqu'un qui a épilepsie, voilà, il y a son dosage. Donc, on lui donne pas beaucoup pour ne pas que le remaniement soit trop rapide. Il peut prendre seulement que 125 ou 150 par jour, alterner avec le booster. Vous allez voir, il va plus jamais avoir l'épilepsie. Il prend ça sur 4 mois, 8 mois, et chaque année, il prend au moins un paquet, même les boosters seulement. C'est fini. Il n'y avait pas assez d'épilepsie chez nous. Chez nous, les Africains, il n'y en avait pas. Vous voyez, notre science, comment c'est riche. Maintenant, c'est qui m'étonne. Les Africains de l'Amérique, là, ne me considèrent pas. Maintenant, pourquoi je vends 10 millions de dollars par an? Qui boit ça? Maladie respiratoire, espère. C'est-à-dire, on voit d'abord les maladies des reins. Le système, c'est-à-dire, il y a une maladie qui est bizarre. C'est l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, ceux qui ont hypertension sans se soigner, en continuant de prendre les produits chimiques que vous prenez, finiront eux tous par l'insuffisance rénale. Ils ne le savent pas et on ne leur dit pas. Parce que nous avons calculé les pathologies au laboratoire, ça après 5 ans, 6 mois, 21 jours. 5 ans, 5 mois, 6 mois, 21 jours pour devenir pathologie. Donc, sur 10 ans, 15 ans, voilà, les gens finiront par avoir diabète. Quand, allez, ok. Après, on va revenir là-dessus. Vous allez voir. Est-ce que c'est moi qui dis pas? Et moi, je ne dis personne. Je vous explique pour que vous voyez les dangers et vous vous soignez. On va revenir là-dessus. Donc, les maladies respiratoires. Oh non, les Espagnols, eh bien, hier, il y a des docteurs cardiologiques qui ont envoyé leurs patients. C'est bon. Quand on travaille ensemble comme ça, c'est bon. Voilà. Ils ont méprisé les tradis praticiens. Après, les tradis praticiens ne sont pas allés à l'école. Mais cette fois-ci, ils sont tombés sur caillou. Donc, maladie de l'appareil circulatoire, accident cardiovasculaire, hypertension artérielle. Vous savez ce qu'on appelle hypertension artérielle? On ne doit même pas dire hypertension artérielle. On dit hypertension. Est-ce que vous voyez? Voilà. Là, ça dit que le sang, là, il y a deux façons. Quand ça finit de travailler dans les organes, que ça monte vers les poumons pour être purifié, là, ça passe par les veines. Maintenant, quand ça a été fait bien travailler, que ça revient là, ça passe par les artères. Maintenant, quand il est déformé et il passe par les artères, il exerce une pression sur les artères. C'est ça qu'on appelle la pression artérielle, la tension artérielle. Donc, comme c'est devenu une répétition, c'est donc la tension artérielle répétée, c'est ça qui est l'hypertension. L'hypertension, c'est le grand frère chronique de la tension artérielle. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi la tension artérielle? Parce qu'elle est déformée, elle exerce une pression sur les artères. Alors, les maladies auto-immunes, comme le lupus et le cirrhose en plaques. Le cirrhose en plaques, c'est que la moelle osseuse est emprisonnée, elle ne sécrète plus les cellules hématopoïétiques. Ok. Donc, mets là-bas, voilà. Qu'est-ce qui donne l'insuffisance rénale? Au départ, non, je n'ai pas le diabète. On dit c'est hypertension seulement. Un peu. Quoi? La personne gagne quoi? Il vient dire que non, l'insuffisance rénale chronique aiguë, parce qu'il y a l'insuffisance rénale chronique et il y a l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë, là même on peut te soigner. Là tu es guéri, là tu peux faire 2 dialyses par semaine. Mais chronique là, on doit te traiter jusqu'à ce qu'on te change un rein. Parce que ça veut dire que ton rein est foutu. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai dit, on ne vend pas les organes il faut les entretenir. Parce que quand ça va se gâter, ils te font croire qu'ils peuvent t'aider. Mais quand ça va se gâter totalement, c'est là que tu vas voir que tu es en face de la mort. Résulte principalement du diabète et de quoi? Qui a demandé les petits vaisseaux sanguins et des reins. Donc, comment se fait-il que je n'ai jamais eu diabète, j'avais hypertension. Maintenant, on dit j'ai insuffisance rénale. Et le jour que je vois insuffisance rénale, on dit j'ai diabète en même temps. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas vu le diabète depuis tout ce temps-là? Parce que l'approche de la médecine conventionnelle est une approche qui est basée sur les illusions. Or, la pharmacopée, depuis 10 000 ans, a traité ce cas. La pharmacopée a dit depuis le début que l'hypertension que vous voyez, la déformation des cellules sanguines, ça va créer, ça va créer les saletés dans le corps. Et les saletés, nous, on n'appelle pas diabète le taux de sucre.
Le taux de sucre chez nous, ça pas, cette image aujourd'hui un peu, ça va monter, ça va descendre, c'est l'infection du sang. Nous, déjà chez nous, quand quelqu'un a hypertension, il a déjà cancer. Chez nous. Chez nous, la drépanocytose est un cancer. Donc, il faut traiter ça maintenant. Parce que si vous laissez et que l'inflammation grandit et que ça détruit les organes, est-ce que ça se vend les organes? Voilà. Donc, nos parents avaient compris le système. Il ne faut pas laisser l'inflammation grandir. Donc, eux, ils gèrent l'inflammation jusqu'à 90 ans. Si j'ai diabète à 90 ans, que ça reste dans mon corps 10 ans. 100 ans, c'est pas une vie. Toi, tu voulais vivre combien d'années de plus? 100 ans, tu as déjà vécu? Ou bien? Ah. Donc, eux, ils étaient intelligents. Maintenant, comment je peux mettre au pied la sagesse de mes ancêtres à cause d'un petit diplôme? Moi, je croisais les jeunes qui ont fini leur diplôme en microbiologie, master en microbiologie. Et puis, ils gèrent cabine. Non! Tu finis master en microbiologie, tu gères cabine, alors que microbiologie, master, ça veut dire que tu es un ingénieur. Donc, ça veut dire que tu peux faire quoi? Tu peux fabriquer la nourriture des animaux, la nourriture des bœufs, la nourriture des poulets. Tu peux même transformer les plantes. Tu peux créer les plantes clonées, mais il n'a même pas le temps. Il est riche. Un enfant qui finit aux États-Unis, ingénieur en microbiologie, mais il est riche. Tu vas aller gérer cabine? Comment? Vous savez, nous, on a fait quoi? Moi, la médecine conventionnelle, ils n'ont pas dit que je suis allé les déranger, ils ne me reconnaissent pas. Or, aux États-Unis, pour me déplacer pour aller en Amérique latine, c'est 50 000 $. C'est-à-dire que, pour que je vienne expliquer ça, pour faire la classe 100 000 en Afrique, est-ce que vous voyez, sur 3 jours, c'est pourquoi je ne vous ai pas tout donné, mais en Amérique latine, pour se déplacer, si une personnalité est malade, c'est 50 000 $. Quand vous créez vos choses, vous faites cher aux Africains. Mais donc, c'est mal retourné. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez voir. Vraiment, ça fait mal. Qui en demande les petites versions sanguines, d'autres causes incluent les infections, les maladies auto-immunes du plus. Moi, mon problème qui m'énerve, c'est que vous avez caché la vérité à nos parents. Ils ont cru dans vos hôpitaux, dans nos hôpitaux. Ils ont cru que quand ils seront malades, vous allez les soigner. Et ils ne se sont même pas occupés de leur santé, alors que vous n'avez pas la solution dans le... Pourquoi? C'est un mensonge public. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les Africains aient le courage de retourner à leur source, à leur enseignement et à leur santé. Pour ne pas que vos enfants subissent la même chose. C'est ce que moi j'ai fait. C'est cette formation que j'ai fait. Et j'en ai fait des produits. Et les produits sont efficaces. Pour aujourd'hui, comme vous là, c'est cadeau, on va s'en arrêter là. Et je crois que le temps est fini. La pharmacopée, l'immunothérapie, la médecine traditionnelle, l'héritage de nos ancêtres.